Très bien. Merci beaucoup pour cet exposé. Je suppose qu'il va y avoir de nombreuses questions. Enfin, je l'espère, en plus. Jacques. Merci pour ce brillant exposé. Ne pensez-vous pas qu'un facteur qui aggrave la situation est la montée de complexité qui saisit aussi bien les scientifiques que les politiques? En fait, est-ce que vous n'estimez pas, est-ce qu'on ne peut pas estimer qu'on est devant un monde de plus en plus complexe où une décision proche de la vérité est très très difficile à évaluer et qu'elle l'est beaucoup plus qu'elle ne l'était par le passé, et qu'il y aurait là l'une des causes des problèmes que vous venez d'évoquer très brillamment? Je ne crois pas. Je ne crois pas, parce qu'on mesure la complexité d'évaluation au rapport entre le monde qu'on essaye de comprendre et le monde se complexifie à la mesure des outils qui nous ont permis de le construire. Je pense que nous sommes avec un monde confus, pas un monde complexe. Je pense que le problème, c'est une démission de la rationalité plus qu'une complexification du monde. Moi, je veux pas. Hervé. Finalement, les présidents de Sauvons le Climat prennent la parole. Ah oui, c'est normal. On fait ça par ordre hier. En remontant. Oui, moi, je me pose la question qui a été très bien traitée et posée par Gérald Bronner, qui est celle de rechercher les informations qu'on veut avoir. Et actuellement, c'est vraiment extraordinaire. On sait bien qu'il y a des débats dans les milieux scientifiques, et on sait bien aussi que les politiques vont chercher dans ces débats ce qui conforte leur position. Et ça, je ne sais pas trop comment s'en sortir, si ce n'est un enseignement de l'éthique. Et cet enseignement, il devrait être donné déjà dans les lycées, les collèges, etc. Qu'est-ce que c'est un comportement éthique? Et manifestement, ça, c'est pas du tout éthique de dire, moi, je vais choisir la théorie qui m'intéresse, parce qu'elle conforte déjà mon a priori. Quand je dis que s'il faut apprendre, c'est la démarche scientifique et pas nécessairement telle ou telle science de manière très poussée. Je veux dire, ça va dans ce sens-là. Pour moi, la démarche scientifique, la condition sine qua non qu'une science soit possible, c'est justement déjà une éthique de respect de la complexité des faits et de ne pas les faire entrer au chausse-pied dans une vision complètement étriquée de la réalité. Donc ça c'est une chose qui est importante. Mais je pense qu'il y a une deuxième chose qui est, on peut constater, et Dieu sait que je suis complètement d'accord avec Gérald, qui est quelqu'un que j'aime beaucoup, je veux dire un sociologue rationaliste, ça devient suffisamment rare pour mériter d'être repéré, ça. Une chose qui est importante, c'est que, je veux dire, chacun d'entre nous, toute personne qui a une formation scientifique ou qui a pratiqué une discipline d'ingénieur a un devoir vis-à-vis des concitoyens. On a réussi à botter en touche pour une raison complètement inadmissible. Le truc qui, pour moi, me met dans des colères noires, c'est d'imaginer qu'on gère le fait de parler à nos concitoyens par un machin qui est une gigantesque blague, qui est le grand débat public. Je veux dire, vous mettez une salle de 200 personnes. Dans une salle de 200 personnes, si vous avez 20 personnes qui ont envie d'empêcher, c'est-à-dire 10% de la salle qui ont envie d'empêcher qu'un débat se tienne, le débat ne se tiendra pas. Vous mettez 20 personnes, s'il y en a 2 qui ont envie que le débat ne se tienne pas, les 18 autres leur disent « taisez-vous, on a envie d'écouter ». Seulement, c'est tellement plus commode de se racheter une virilité vis-à-vis d'un peuple que essentiellement on méprise, en disant « je vais le traiter par paquet de 200 parce que c'est plus rapide », qu'on a essentiellement botté en touche de ce côté-là. L'autre aspect, c'est que dans une salle de 200 personnes, il y a des gens qui auraient bien envie de poser une question, mais ils n'osent pas parler devant 200 personnes. Dans une salle de 20 personnes, tout le monde a plus ou moins une capacité à parler à 20 personnes. Donc je pense que... Alors vous allez me dire, il faut beaucoup de monde, il faut beaucoup de temps pour faire ça. Oui, mais on est nombreux aussi. On est de nombreux scientifiques qui considérons que le travail qu'on a fait, la culture scientifique qu'on a, est un bien commun. C'est quelque chose qui appartient à tous nos concitoyens. Et ça veut dire essentiellement, et c'est une des choses que j'aime bien dans Sauvons le Climat, c'est
Alors, en tant qu'association, elle donne beaucoup d'informations. En tant qu'individu, je suis sûr que la plupart d'entre vous, à un moment ou à un autre, vont parler, vont faire des cafés des sciences, des choses où il n'y a pas beaucoup de monde. Et je pense qu'il faut qu'on revienne à parler aux gens directement. Moi, j'ai beaucoup cité Montesquieu qui disait « J'aime bien parler avec mes paysans parce qu'ils ne sont pas assez instruits pour raisonner de travers ». Je trouve que c'est profondément sage. On a eu une relation au public qui a été complètement dénaturée par une intervention de demi-savants qui sont les médias. Je pense que ce qu'on doit reconstruire, c'est une relation directe avec les citoyens. Ça c'est vrai, mais quand tu es un scientifique, par exemple institutionnel, au CNRS ou dans l'enseignement supérieur, tu as tout simplement le nez dans le guidon. Tu n'as pas le temps de t'occuper de ces choses-là. Je constate par exemple que pour moi et pour beaucoup d'amis ici présents, on a le temps de s'en occuper à un moment un peu particulier de notre vie. C'est le moment où on détale du boulot et où, effectivement où on est à la retraite. Et il y a une très grande difficulté, c'est que généralement les scientifiques institutionnels, ils ont de l'emploi, ils sont payés, ils ont énormément de boulot, ils ont souvent leur famille, et ils n'ont pas le temps de faire ces choses-là. Moi, je regarde très bien autour de moi, dans le laboratoire que tu connais très bien, d'ailleurs. Mais Frédéric, tu sais bien que c'est pas vrai. On a été dans le même laboratoire. Chaque fois que je t'ai envoyé quelqu'un en disant allez voir ce monsieur-là, tu les as accueillis à bras ouverts, à parler avec eux. Et tu n'étais pas à la retraite. Et tout le monde peut le faire si on lui demande de le faire. Alors si je trouve le temps de le faire, il devrait y avoir d'autres personnes qui trouvent le temps de le faire quand même. Juste, je voudrais mettre un petit bémol à ce que vous dites. Il y a 113 prix Nobel qui ont signé une pétition pour les OGM et en s'opposant à la campagne de Greenpeace anti-OGM. Avez-vous lu de nombreux articles dans les journaux? Et pourquoi lisez-vous les journaux? Oui, c'est une bonne remarque, attendez, mais ça ne me satisfait pas complètement. Non, mais attendez, moi je vais vous dire ce que disait André Gide du journalisme. Il disait c'est ce qui est moins intéressant demain qu'aujourd'hui. C'est une définition parfaite. Je veux dire, pourquoi des citoyens dans une démocratie n'auraient pas le droit de penser par eux-mêmes, de discuter avec les gens autour d'eux, qui ont un message à leur faire passer? Et moi je pense qu'on est arrivé, je pèse mes mots, on a dénaturé la relation avec les citoyens en la faisant passer par une médiation qui n'a essentiellement aucun contenu rationnel. C'est un contenu de communication et c'est un contenu d'affichage. Bon. Juste peut-être pour aller dans votre sens, c'est vrai, tous ceux qui ont travaillé dans la recherche, et en particulier la recherche universitaire, pendant toute notre période, il y a 20, 30, 40 ou 50 ans, on ne s'occupait pas du tout du public, on en avait à peu près rien à faire. Enfin, moi personnellement, j'ai jamais fait de conférence grand public comme j'avais 40 ans. Les choses viennent un petit peu différemment parce que il y a quand même de plus en plus de gens qui sont en activité, qui prennent le temps quand même de dire quelque chose. Je vais aller un peu dans votre sens. Mais vous avez raison, mais le problème c'est que je veux dire, on pense jamais à l'utilité des pompiers tant qu'on n'a pas vu l'incendie d'une maison. On est dans une situation où la maison brûle. Oui, bien sûr. Michel. Oui, non, mais il y a une difficulté, c'est de passer de la technicité au public qui n'est pas... Il faut remonter le niveau du public avec des mots simples. C'est extrêmement difficile. Je vais vous donner un exemple. Alors, pour une fois, j'ai parlé un peu de nucléaire plus précisément. Vous savez, il y avait eu il y a 2 ans, je crois, un début d'incendie à Fessenheim. J'ai dit de ce truc-là, la preuve d'alerte a quasiment titré « Attention, accident nucléaire à Fessenheim ». On n'en était pas loin. Hein. De l'eau oxygénée. Voilà, alors ce qui s'est passé, c'est que effectivement, c'est toute la démarche que je vais vous raconter. Il y a le bistrotier du coin, l'endroit où j'habite, qui est un Auvergnat, donc quelqu'un d'infiniment respectable, je suis Auvergnat de naissance, qui est un Auvergnat qui me dit « Ouais, je crois que vous travaillez un peu dans le nucléaire. » Ouais, un peu, effectivement. C'est quoi cette histoire d'accident nucléaire à Fessenheim? Je dis « Bon, attendez, je ne sais pas le détail, mais je vais me renseigner. » Donc je me suis renseigné, effectivement, on m'a dit on a vidé un bidon d'eau oxygénée concentrée dans un bidon où il y avait encore du mazout, et que ça avait foutu le feu et que ça avait fait un début d'incendie. Bon, je reviens avec les informations, prises à la bonne source, hein, je les avais assurées, je reviens vers mon bistrotier et je lui raconte ça. Elle me dit « Ah, c'est ça !»
Ah, c'est ça. Ben, c'est pas un accident nucléaire, alors. Je veux dire, mon bistrotier, il n'a jamais fait de physique nucléaire. Je veux dire, mon bistrotier, il fait très bien la ligo et la saucisse, mais il n'a jamais fait de physique nucléaire. Il dit, ah, c'est pas un accident nucléaire. Mais d'abord, je dois vous dire une chose, c'est que j'apprécie que vous soyez renseigné avant de me répondre. Et la deuxième chose que m'a dit mon bistrotier, il m'a dit, mais quand même, dans une industrie de cette technologie, c'est quand même pas normal que les gens ne soient pas foutus de faire la différence entre un bidon propre et un bidon sale. Et bien, ce type-là, en 3 réflexions, il avait condensé beaucoup plus d'intelligence que toutes les piles de journaux que vous auriez pu avoir sur le sujet. Donc on peut parler directement aux gens, mais il faut juste les écouter, et il faut parler aux gens et pas aux foules. Moi, je ne sais pas parler aux foules, je veux parler qu'aux gens. Oui, je voulais revenir un instant sur l'image de la science de la société, qui est dégradée, disons, par rapport à ce qu'elle était il y a 50 ou 100 ans. Et il me semble qu'on ne peut pas ne pas aborder le fait qu'il y a une centaine d'années, il allait de soi, pour tout le monde, que le progrès scientifique s'accompagnerait du progrès social. L'éducation, tout ça, tout le monde profiterait de ça, il y aurait, c'était une chance pour tout le monde, qu'elle allait se développer, etc. Et puis, alors c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de progrès et tout le monde en a profité, mais ça va plus de soi maintenant. Enfin, il y a eu des tas de choses qui se sont passées et qui ont fait que c'est pas si simple que ça. On ne peut pas juste compter sur le développement scientifique pour avoir du progrès social, culturel, etc. etc. Je crois que c'est pas vrai. Il y a plein de choses qui se sont passées, il y a eu les guerres, il y a l'augmentation des inégalités maintenant, il y a le réchauffement climatique, il y a, etc. Alors je ne veux pas du tout dire que c'est sûr qu'il faut de la science pour régler tous ces trucs-là, mais il se trouve que, de façon très existentielle en quelque sorte, la situation a changé, tout le monde a dans le fond, derrière comme ça, dans le fond de l'esprit, que c'est pas automatique. C'est pas parce qu'on a un développement scientifique qu'il y a un développement social et un certain nombre porteurs d'un certain nombre de valeurs auxquelles les gens tiennent plus ou moins. Et donc, qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça? Alors, tu as tout à fait raison. Hein. Je veux dire, je ne suis pas en train d'essayer de vous donner une vision de bisounours de l'existence. C'est complètement vrai qu'on est passé d'une situation où mais souci, enfin, ça date pas d'aujourd'hui quand même. Hein. Je veux dire, les ludiques étaient en train de détruire les machines, sans parler des machines de jacquard, parce que ça risquait de perdre des emplois. Ça, c'est pas nouveau. Mais c'est vrai qu'aussi, on a vu beaucoup d'augmentation d'augmentation technique, d'augmentation de productivité qui en fait n'ont pas bénéficié de la majorité de la population. Ça, c'est tout à fait vrai, et ils le sentent. Ça, c'est vrai. Maintenant, il y a deux choses. Il y a le terreau sur lequel ça se passe. Moi, quand j'étais gamin, quand on allait à l'épicerie, qu'est-ce qu'on avait sur le billet de 5 francs? On avait la tête de Pasteur. Tous les gamins voyaient la tête de Pasteur sur le billet de 5 francs. À un moment ou à un autre, ils avaient vu une cornue, ils avaient vu un monsieur avec une barbe blanche, ils ont lui demandé qui c'était. Pasteur avait reçu une lettre un jour qui était adressée de la plus lointaine province à celui qui fait des miracles. C'est arrivé sur le bureau de Pasteur, et c'était effectivement à lui qu'elle était adressée. Donc il y avait une sorte de proximité, tout en ayant un éloignement, il y avait une proximité, la science, c'était quelque chose de bien. Je veux dire, quand Arago a lancé son cours d'astronomie populaire, il a fallu construire un amphithéâtre de 2000 personnes à l'Observatoire de Paris. Il y a ce Combe Le Verrier après qui l'a détruit parce qu'il n'imaginait pas que les gens puissent s'intéresser à l'astronomie s'ils n'étaient pas capables de découvrir la planète Neptune. Mais enfin bon, je veux dire, il y a eu véritablement une image très positive de la science. Alors après, il y a eu un certain nombre de choses où effectivement, elle a été utilisée dans des circonstances où c'était pas forcément très agréable de l'avoir utilisée. Je veux dire, le gaz moutarde pendant la Première Guerre mondiale, la bombe atomique pendant la Deuxième, enfin il y a des tas de bonnes raisons de dire que c'était pas complètement aussi bien que ça. Après, le développement économique, dont on peut quand même pas dire, il a quand même bénéficié en moyenne à tout le monde, mais les écarts-types sont devenus quand même assez considérables. Donc toutes ces choses-là font effectivement que la science n'est pas une fin en soi, n'est pas perçue nécessairement comme un bien, mais c'est un ensemble de causes pour la désaffection. C'est quelque chose qui peut l'expliquer, c'est pas quelque chose qui la justifie. Et d'une certaine manière, c'est aussi, quand je dis que tout scientifique est un citoyen, il est aussi un citoyen pour faire, dans la mesure du possible, que les développements scientifiques auxquels il contribue puissent bénéficier à l'ensemble des citoyens et pas simplement à telle ou telle personne.
Et ça, je veux dire, c'est une affaire personnelle, individuelle. Mais, alors justement, si je peux, est-ce que c'est uniquement une affaire personnelle et individuelle? Parce que si ça devient le mode d'existence de la science dans la société, est-ce que les scientifiques ne doivent pas entrer un petit peu plus dans l'arène des choix politiques et techniques qu'on fait? Ça rejoint un peu ta situation personnelle de conseiller, mais est-ce que la communauté en tant que telle ne doit pas entrer un petit peu plus dans l'arène, en tant que telle, et pas seulement en tant qu'individu, citoyen comme les autres, etc. C'est ça que je veux dire. Tu veux te présenter aux prochaines présidentielles? J'ai bien compris. Non, mais c'est une façon d'entrer dans l'arène. Pour moi, c'est pas singulier de la communauté scientifique, ça c'est vrai de tous les citoyens. On a délégué de manière complètement abusive la parole citoyenne à des gens qui l'ont confisquée. Et donc, c'est pas simplement le propre des scientifiques, ça. Le scientifique, chaque citoyen doit participer à la vie publique avec ses propres compétences, avec son propre vécu, avec ce qu'il y apporte. Un scientifique y apportera la science, un agriculteur y apportera l'agriculture, un autre... Je veux dire, on n'a pas un statut privilégié vis-à-vis de ça. C'est mal pour tous les citoyens de ne pas se sentir concernés par ce qui se passe dans la cité. Pas spécialement plus mal pour le scientifique. Dans la communication... Jean-Marie, je crois que... Où est le micro? Ah, pardon, oui. Excusez-moi. Dans la communication, faut-il remonter le niveau du public ou vulgariser les messages scientifiques? Bonne question, ça pose question. Je ne sais pas pourquoi ça serait exclusif. Je veux dire, ce qu'il faut éviter de faire, c'est de faire dans la communication scientifique ce qu'on est en train de faire dans les programmes des écoles, quoi. Enfin, je veux dire, il faut arrêter de faire du storytelling, il faut expliquer aux gens comment ça marche en vrai. Et ça, c'est une règle d'honnêteté intellectuelle. Il faut que les gens comprennent un mot. Enfin, le vieux Kant avait un mot que je trouve absolument admirable, il faut distinguer ce qu'on sait de ce qu'on croit. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit rien croire, ça veut dire quand on croit quelque chose, il faut que ça soit identifié comme une croyance. Et quand on sait quelque chose, ça veut dire qu'on doit être capable de l'avoir décortiqué. Et pour moi, la bonne vulgarisation scientifique, c'est pas celle où on décortique tout dans le détail. Je veux dire, les gens ne vont pas redécouvrir la mécanique quantique ou la mécanique analytique tout seul comme des grands, c'est juste pas vrai. Mais c'est de leur dire, bon, il y a des choses qui sont considérées comme acquises par une communauté scientifique, et voilà comment les briques s'enchaînent les unes aux autres. C'est ce que j'appelle comprendre ce que c'est qu'un esprit scientifique. Mais nous autres scientifiques, on est comme ça. Je veux dire, moi, quand je fais de la métallurgie physique, je ne vais pas toujours, en permanence, reconstruire comment fonctionne un microscope électronique, parce que je ne croirais pas ce qui est marqué sur la notice. Les gens qui font de la microscopie électronique me disent que cet instrument-là, ben voilà comment il fonctionne, et voilà le type d'informations qu'il peut me donner. Et ça, je le considère comme acquis. Et puis à partir de là, je le construis, j'apporte ma propre pierre à l'édifice. Je veux dire que la science se construit aussi comme ça, par un certain nombre de choses qu'on considère comme acquis, un certain nombre de choses qu'on apporte en propre. C'est aussi une honnêteté vis-à-vis du citoyen de lui dire ça, parce que lui, il y aura un peu plus de choses qu'il devra considérer comme acquis. Et je crois qu'il y a quelque chose qui est complètement illusoire, c'est de prétendre aux gens qu'on apprend la science par osmose. Il suffit d'être juste à côté de la télévision pour que d'un seul coup, ça vous passe dans les neurones, c'est pas vrai. Faut de temps en temps travailler. Bah oui, c'est... Vous avez parlé de la formation des très jeunes. Oui. Je pense que c'est essentiel. D'une part, il faut savoir qu'il y a actuellement beaucoup d'associations qui font de la formation chez les très jeunes, pas chez les lycéens, déjà en primaire, qui se font subventionner et qui racontent des choses totalement inexactes. C'est très répandu dans beaucoup de coins de la France. Alors, ce que vous avez mentionné, qui me paraît important, c'est l'affaire de la main à la pâte. Dans la main à la pâte, il n'y a pas d'idéologie. On part de ce qu'on observe. Et je pense que c'est une formation importante de partir de ce qu'on a observé et qu'on a discuté en groupe. Et puis, il y a un deuxième aspect dans la main à la pâte qui est souvent ignoré, c'est que les jeunes qui ont travaillé ensemble, eh bien, ils en sortent beaucoup de plaisir. Alors, ça me fait très plaisir de vous entendre dire ça, parce que, bon, si j'ai parlé de la main à la pâte, c'est pas totalement de manière désintéressée. Il se trouve que je préside le conseil scientifique de la Fondation La Main à la Pâte. Donc, évidemment, je suis complètement neutre sur ce sujet-là. Mais
et que un des 3 fondateurs de la main à la pâte, c'est Yves Quéré, qui était mon professeur de métallurgie. Donc là, vraiment, je suis complètement neutre, vous voyez. Il y a une chose, c'est vrai, moi, je ne suis pas allé dans les écoles faire la main à la pâte, mais j'ai rencontré beaucoup d'instituteurs qui la faisaient. Et là encore, on est dans une chose qui est très importante, c'est qu'il faut du temps. La main à la pâte a commencé il y a 15 ans. Il y a 15 ans, il y avait 1% des classes de primaire qui entendaient parler de sciences. Aujourd'hui, il y en a un peu plus de 50%. C'est pas assez. Mais en 15 ans, on est passé de 1% à 50%. Ce que la Fondation La Main à la Pâte fait maintenant, et c'est un appel à la bonne volonté que je fais d'une certaine manière, ce que la Fondation fait, c'est dans un certain nombre d'académies, pour l'instant on en a créé 9, on crée des maisons des sciences, qui sont des endroits où les enseignants du primaire et du secondaire viennent recevoir des formations en formation continue qui sont données par des scientifiques et des ingénieurs, et de façon à ce qu'ils aient une formation à la science par ceux qui la pratiquent. Et vous avez tout à fait raison, il y a l'émerveillement de la découverte. Yves Quéré me racontait une chose merveilleuse. Une des premières séances de la main à la pâte qu'il avait faites, c'était de mettre un thermomètre dans une casserole et de faire bouillir l'eau. Et les enfants regardaient ça, et puis bon, le thermomètre, il monte 20 degrés, 30 degrés, 40 degrés, 50 degrés, 30 degrés, paf, plus rien, s'arrête à 100 degrés. Une petite fille se précipite vers la maîtresse, maîtresse, le thermomètre, il est cassé. C'est parfaitement normal comme réaction. Et après, c'est de lui apprendre autour de cette réaction-là à construire un raisonnement. Ben, s'il est cassé et que tu recommences, il ne va pas pouvoir marcher, enfin, etc. Elle n'est pas laissée complètement à l'état libre, elle est guidée dans son observation. Et ça, c'est subtil, parce que c'est pas cette espèce de vision complètement bisounours d'imaginer qu'ils vont redécouvrir la loi de la gravitation universelle tout seul. C'est juste pas vrai. C'est de les guider dans une observation fine, de les guider dans la construction d'un raisonnement. Et ça demande, c'est la même chose que ce que je vous disais tout à l'heure, de parler aux citoyens, ça demande d'avoir la patience d'écouter les enfants. C'est une question de patience et c'est absolument extraordinaire quand on voit ce qu'ils sont capables de faire, non pas tout seuls, mais quand on les aide en les écoutant. Et moi je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire. Les maisons sont en train de se mettre en place, que les gens qui sont volontaires, qui ont envie de le faire, aillent non pas pour aller expliquer à quel point ils ont tout fait des trucs géniaux pendant toute leur carrière, ou à quel point la science qu'ils pratiquent est tellement fantastique qu'il faut absolument qu'ils recrutent des thésards à l'âge de 4 ans. Non, c'est juste de se dire, la science que j'ai pratiquée, ou l'ingénierie que j'ai pratiquée, le comprendre pour comprendre, ou le comprendre pour faire, c'est quelque chose qui est constitutif de ma manière d'être, et c'est quelque chose que je veux partager. Et je vais vous faire partager, au niveau où vous-même vous commencez à comprendre, et bien de partager cette joie de comprendre et de faire. Donc là, moi je suis un enthousiaste de cette démarche-là. Et encore une fois, on est à des années-lumière de ce que j'appelle le storytelling. Moi, il n'y a rien qui m'énerve autant que quand j'entends dire il faut rendre la science ludique. Rendre la science ludique, ça veut dire quoi? Il faut se mettre à cloche-pied pour parler de science? Il ne faut pas la rendre ludique, il faut la donner pour ce qu'elle est, c'est-à-dire une démarche intéressante pour comprendre le monde. Et les enfants sont parfaitement capables de comprendre ça. En fait, contrairement à ce qu'on pense, les enfants peuvent aimer les clowns, mais ils ont horreur des gens qui font les clowns en les prenant pour des imbéciles. Oui. Je voulais dire juste au sujet de la vision qu'on peut avoir de la science, qui est maintenant vue avec beaucoup de réticence. Je crois qu'il n'y a pas de bonne science et de mauvaise science. Il y a la science, l'acquisition de connaissances, et puis ensuite, il y a ce que l'on en fait. Et ce que l'on en fait peut être extrêmement préjudiciable, peut-être tout à fait bénéfique. Et ça, c'est une autre exploitation, une autre voie qui relève de décisions prises sur la base des connaissances acquises. Et je voudrais revenir sur une parole que vous avez dite, que les médias, pourquoi est-ce qu'on irait voir les médias pour s'informer? Malgré tout, on est quand même obligé de prendre connaissance des problèmes. Cette prise de conscience, on l'a quand même à travers les médias. Le problème, c'est que cette information peut être très souvent biaisée. Et la présentation qui en est faite, être sujette à beaucoup de critiques. Donc, l'éducation des médias n'est pas un enjeu négligeable. Je n'ai pas dit que c'était un enjeu négligeable. Je vous invite à faire une expérience que j'ai faite moi-même. Vous prenez, je lis pratiquement plus les journaux parce que vraiment ils m'exaspèrent au dernier degré. De toute façon, ça rate pas, il y a toujours quelqu'un pour me dire ce qu'il y a dedans. Donc je suis pas obligé de le savoir. Mais faites l'expérience suivante. À l'époque où je n'étais pas obligé,
J'ai fait l'expérience de lire régulièrement les journaux pendant un mois. Alors là, il faut rentrer en apnée, mais on peut faire. Hein. Et puis après, vous faites l'expérience, vous ne lisez pas le journal pendant un mois, mais vous l'empilez. Vous prenez une pile vous prenez vos journaux pendant un mois, vous l'empilez. Et après, au bout d'un mois, vous prenez votre pile de journaux. Vous dites, qu'est-ce qui valait vraiment la peine que je prenne le temps de le lire? C'est un exercice extrêmement intéressant. Qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce qui reste d'écume dans ce truc-là? Faites cet exercice. Je pense que chaque personne devrait faire cet exercice et de se dire, bon ben, voilà, effectivement, on peut s'époumoner et essayer de contrecarrer toutes les âneries qu'ils vont pouvoir dire au fur et à mesure. On peut aussi se dire que le temps fait son affaire. Alors maintenant, je vais être un peu sarcastique. Le vieux Karl Popper, le dernier livre qu'il a écrit, c'est un livre sur la télévision. Alors, Karl Popper avait écrit dans ce livre sur la télévision. À l'époque, quand je l'ai lu, je me suis dit, ça y est, là, il est pété les plombs, il est devenu gâteux, Karl Popper. Il a écrit un livre sur la télévision. Grosso modo, il dit la seule chance de survie des sociétés de la démocratie occidentale telle que nous la connaissons, c'est grosso modo de plastiquer les émetteurs télé. C'était peut-être un peu excessif comme méthode, mais je pense que ça mérite réflexion. Bon, je voudrais... Alors ne dites pas nulle part que le haut-commissaire a recommandé de mettre des bombes sur les émetteurs. Non mais alors quand même il y a une chose dont je tiens quand même à vous dire, parce que ça c'est ma dernière colère en date, c'est quand même... moi il a fallu me décrocher du plafond quand j'ai découvert qu'à l'école, c'est-à-dire à l'endroit où on va apprendre aux enfants ce que c'est que la science, ce que c'est que la démarche scientifique. Il faut que vous sachiez que dans les nouveaux programmes, il écrit noir sur blanc que dans les programmes de mathématiques, la démonstration, la notion même de démonstration n'est plus à l'ordre du jour. Expliquez-moi ce que c'est que les mathématiques si les démonstrations sont plus à l'ordre du jour. Je veux dire, à ce niveau-là, c'est plus de la connerie, il faut avoir pris des cours pour faire ça. Non, c'est juste pas admissible. Mais quand je dis c'est pas admissible pour un scientifique, pour quelqu'un comme moi qui est passionné de mathématiques, c'est pas admissible, mais pour un citoyen, c'est pas admissible. D'imaginer qu'il y a des générations de gamins, on va expliquer que toutes les vérités sont équivalentes et qu'il n'y a rien qui puisse se prouver avec un quelconque degré de certitude. Enfin, si vous voulez faire une génération d'esclaves, vous y prendriez pas autrement. Pour prolonger la question précédente, je voudrais revenir au rapport entre experts, conseillers scientifiques et décideurs, notamment décideurs politiques, pour poser la question de l'influence des lobbies et l'influence grandissante et que peut faire la science et les scientifiques face à cette situation. Bah déjà pas en faire partie. Ça serait déjà pas mal. Écoutez, vous avez raison, c'est un vrai problème, mais les lobbies sont pas... je veux dire, le problème, c'est que la science n'est pas la cause des lobbies. La science peut être éventuellement un remède pour se battre contre eux, comme elle peut être des faux arguments pour les soutenir. Encore une fois, c'est pas la panacée, mais si elle n'est pas là, on est sûr que là, les lobbies peuvent faire exactement ce qu'ils veulent. Et donc, c'est vrai qu'on voit un truc qui a un effet d'un lobby, ben, c'est le devoir d'un scientifique, y compris d'un scientifique qui a travaillé dans le domaine industriel qui correspond à ce lobby. C'est le devoir du scientifique de dire que c'est pas bien. Moi, c'est ce qui me fait dire dans le domaine du nucléaire. Je dis très régulièrement aux gens du CEA ou aux gens d'EDF ou aux gens d'Areva que le mensonge n'est pas une option. C'est juste pas une option. Quand quelque chose qui est dans un domaine est aussi important, c'est une trahison vis-à-vis du citoyen que de mentir, quelle que soit la raison pour laquelle on ment. Alors bon, je veux dire, ça c'est une question d'éthique personnelle. Mais lutter contre les lobbies, encore une fois, je veux dire, le scientifique doit le faire avec ses moyens. Mais c'est le citoyen qui décide de le faire et le citoyen responsable et le citoyen qui a une certaine éthique et un certain nombre de principes. Voilà. Moi, je serais très pessimiste sur la relation sur l'acceptation de la science par nos concitoyens, beaucoup plus que vous, parce que, et ça, à mon avis, ça date depuis la fin des 30 Gloria, depuis le milieu des années 70. Hein. Le sport national, quand on discute avec nos collègues, avec nos concitoyens, avec le public, c'est la remise en cause des élites. On nous cache toujours quelque chose. Ce qu'on nous dit, si on nous cache, c'est pas vrai, surtout si les gens sont censés qui vous parlent sont censés détenir le savoir. Alors c'est vrai pour les OGM, c'est vrai pour la chimie, c'est vrai pour les radiations. Hein. Allez faire, dès que vous voyez une antenne quelque part, ça y est, il y a des radiations, on va être irradié, on va avoir des problèmes. Vous faites des études indépendantes, vous doublez les études, vous les triplez, vous êtes à 10-2, 10-3 en dessous de la norme, mais ça fait rien, c'est dangereux, on nous cache quelque chose, forcément. Sauf si l'étude
conduit à dire que quelque part on n'est pas loin de la norme. Donc là c'est bien, ils ont raison. Et ça c'est vrai, et ce qui est très grave, même par des gens de métier, des universitaires. Vous faites des analyses, parce qu'à ce moment le Front National c'est la remise en cause des justement et les dangers, à la fois des ondes, à la fois de la chimie et autres, des produits pas seulement radioactifs, des produits chimiques et autres. Vous faites des analyses qui sont très onéreuses, très complexes. Vous êtes toujours très en deçà des normes qui ont, elles, des coefficients de sécurité importants. Et même pour certains chimistes, eh ben, c'est dangereux parce que même à 10-2 sous la norme, eh ben, quelque part, il y a peut-être un petit risque, les petites quantités. Ça pose un vrai problème. Et en gros, c'est la remise en cause du savoir rationnel, y compris par ceux qui devraient le véhiculer. Ça, c'est la première chose. Et ça, je crois que derrière tout ça, il y a une idéologie. Cette idéologie, elle est colportée à la fois par les médias. Hein. Il suffit de voir, je crois, l'émission d'hier soir par une chaîne publique, payée par nos deniers, dont le nom, chaîne de télé, dont le nom commence, la première lettre commence par A, la deuxième c'est R. Je vous laisse voir la suite. Il y a trois autres lettres. Voilà. Et qui a fait son fonds de commerce dans la remise en cause du nucléaire, entre autres, hein, mais pas que. Voilà. L'école, vous parliez de l'école tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on leur apprend aux gamins? On leur apprend que l'électricité elle est faite par des éoliennes et par du photovoltaïque. Et ça, c'est aussi la faute des producteurs, c'est aussi la faute des médias. EDF, regardez la pub d'EDF. Vous voyez une grande éolienne, à côté un photovoltaïque, et puis un tout petit, mais alors en bas, vraiment petit, une espèce de truc, ce serait peut-être un peu une centrale nucléaire, mais il ne faut pas trop le montrer. Donc, et tout ça fait que, eh bien, dans l'esprit des gens, c'est, on nous cache quelque chose, et deux, finalement, l'école, les médias qui remettent en cause, les gens qui devraient défendre cette politique, qui ne le font pas, eh bien, conduit à faire que on arrive à justement un rejet majeur des sciences, ce qui a fondé le développement, qu'on le veuille ou non, le bien-être depuis 2 siècles. Quelque chose qui m'a vraiment frappé, et moi qui m'énerve un peu, à chaque fois qu'on discute de Fukushima, par exemple. Fukushima, c'est, je vous rappelle, 18 000 morts par le séisme, par le tsunami, et 2, je crois, même pas sûr, je crois qu'ils ont été noyés par le nucléaire. Dans l'esprit des gens, mais de pratiquement tous les gens, c'est une catastrophe nucléaire. C'est nucléaire, les morts, évidemment, la catastrophe, c'est la centrale, c'est le nucléaire, c'est pas le tsunami, l'ont oublié. Et pourquoi? Parce qu'il y a un tel bombardement des médias que finalement, le commun des mortels, qui ne s'y intéresse pas trop, eh bien, il prend ça pour argent comptant. Et je crois que, on le dit, je ne sais pas qui l'a dit, mais un mensonge 100 fois répété, ça devient une vérité. Et je crois que c'est ça, et malheureusement, je suis assez pessimiste qu'on a perdu cette bataille de la communication. Et ayant perdu cette bataille de la communication, ce sera très difficile de revenir en arrière. Voilà. Alors, je vais vous dire plusieurs choses. Ce que le politique ou l'industriel considère de la communication, c'est ce qui lui permet de parler avec les journalistes avec qui il soupe le soir en ville, dans le 5e et le 6e arrondissement. C'est ça la communication. Parce qu'ils savent qu'il va y avoir une page dans le journal qui va dire ça ou ça. Et c'est là-dessus qu'ils construisent tout ce qu'ils veulent. Maintenant, moi, quand on dit les gens ne font pas ça, ne comprennent pas ça, etc., moi, je veux dire, les gens, il faut aller les voir. L'indignation que vous venez d'avoir, je la partage. Mais c'est pas dans l'amphithéâtre de Sauvons le climat qu'il faut avoir, et c'est pas dans l'amphithéâtre de 200 excités anti-nucléaires ou anti-quoi que ce soit qu'il faut le faire. Il faut parler autour de vous avec des groupes de 10 personnes, et des groupes que vous connaissez pas, et vous allez voir des gens qui sont réceptifs à ce genre de choses. Qui sont réceptifs à ce genre de choses, parce que les gens sont pas si bêtes que ça. Ils voient bien que les journaux font à peu près n'importe quoi, qu'un truc qui est archi important, 15 jours après, ne l'est plus du tout, que c'est téléphoné d'avance. Je veux dire, quand même, il n'y a pas un type normalement constitué qui ne va pas se surprendre que le monsieur, comment il s'appelait, le bonhomme qui montre que les OGM sont différents, sont dangereux, monsieur Serralini. Monsieur Serralini publie en même temps un bouquin, un article dans le Nouvel Obs et un film. C'est-à-dire, tout ça juste en même temps et que le truc, une semaine après, ça n'existe plus, les gens s'en rendent compte de ça. Seulement, les gens ne le disent pas. Et les gens, ils ne vont pas souper dans le 5e arrondissement. Donc je pense fondamentalement, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est parler autour de nous et parler de la science privée. Ce que vous dites de Fukushima, c'est pleinement vrai. Et si quelqu'un vous dit que c'est pas vrai, vous nous donnez les preuves que c'est comme ça. Et vous n'allez pas pouvoir le faire à 200 personnes. Je veux dire, le grand problème qu'on a, c'est qu'on s'imagine toujours qu'on va pouvoir convaincre des tas de gens. Il y a des gens, on ne convainc pas les gens en groupe. En groupe, on les endoctrine et on les intoxique. Les gens, on les convainc quand on les voit
petit à petit, et c'est encore une raison que mon cher Blaise Pascal avait donnée il y a très très longtemps, il disait on ne se convainc vraiment que des raisons qu'on a trouvées soi-même. Vous ne trouvez pas une raison devant une télévision, vous êtes lobotomisé, vous attendez que ça se passe. Si vous discutez avec quelqu'un, que le quelqu'un en question n'est pas en train de vous asséner quelque chose, mais en train de parler avec vous, vous pouvez l'aider à se construire lui-même cette raison-là. Je pense que la cause n'est pas perdue. D'ailleurs, si la cause était perdue, je serais retourné dans mon laboratoire et je serais juste en train de faire des calculs parce que c'est autrement plus agréable que de se battre contre des journalistes, ça c'est évident. Oui, et parler à 2 ou 3 personnes qui savent que tu n'as pas d'intérêt à dire ce que tu dis. Je crois que ça c'est important. Bonsoir. Vous avez parlé beaucoup de formation. Alors, je suis étudiant, donc j'ai pas beaucoup d'expérience à ce niveau. Je suis étudiant, donc j'ai pas beaucoup d'expérience au niveau de la formation. Mais on a fait une visite pas mal au CETIC avec la classe préparatoire de Montsolémy. Et on a rencontré le directeur du CETIC qui fait la formation dans le nucléaire pour Areva et EDF, il me semble, qui nous a dit qu'un neutron était positif. Et vous parlez de formation. Ça devait être quelqu'un de très positif. Donc on a notre prof de physique qui commençait à faire une crise d'épilepsie, je pense, à ce moment-là. Et donc vous parlez beaucoup de formation, mais qu'est-ce que vous pensez du fait qu'il y ait beaucoup de managers quand même dans la formation? Beaucoup de managers qui dirigent les formations, que ce soit des managers et en fait pas des scientifiques ou des ingénieurs qui dirigent les formations. Mais là, si vous vous branchez là-dessus, on ne sera pas sorti à 11 heures. Je veux dire, moi je suis profondément hostile à la formation. Pour moi, un ingénieur, c'est d'abord quelqu'un qui a une formation scientifique et technique solide, qui a une pratique scientifique et technique solide, que ce soit une pratique de production, une pratique de recherche, une pratique de bureau d'études, et qui après peut évoluer vers d'autres domaines qui sont parfaitement respectables et qui sont tout à fait naturels. Et je veux dire, moi j'ai pas de problème à ce qu'un ingénieur devienne un manager ou devienne un spécialiste de marketing. Je lui dis quand il sort tout juste de l'école, qu'on lui presse le nez et qu'il y a du lait qui coule, c'est pas le moment pour qu'il aille expliquer aux autres comment on vend et comment on fabrique. Donc, je pourrais être tout à fait clair, j'ai une hostilité viscérale à la fabrication d'ingénieurs plantes vertes. Pour moi, il faut se colter avec la réalité. Se colter avec la réalité, ça veut dire aussi aller la voir sur le terrain, ça veut dire... C'est pour ça que je disais que la recherche, pour moi, est une vraie formation, c'est une formation où vous êtes en prise avec un problème qui n'est pas à résoudre. Et de la même manière, la formation par projet, c'est une vraie formation. Donc ça veut dire, moi, je pense qu'il faut éviter 2 écueils. Il faut éviter l'écueil de la formation complètement magistrale. Grosso modo, tout tombe du ciel, vous avez juste à digérer le truc, à polarder votre poly pour le jour de l'examen et l'oublier le jour d'après. Ça, c'est une extrême. L'autre extrême, c'est ce que j'appelle le storytelling. Prenez un triangle et causez-en avec vos voisins, quoi. Enfin, bon, et entre les deux, il faut construire justement une connaissance, une pratique, des choses qui sont basées à la fois sur des choses qui sont